Aujourd'hui, dans The Unexplained Files. Fuyez! La mort atroce de 9 étudiants russes serait-elle liée à l'existence d'une abominable créature en Sibérie? Il y avait beaucoup de sang et elle n'avait plus de langue. Pour la première fois à la télévision, nous vous montrerons de toutes nouvelles preuves photographiques tirées d'un dossier soviétique classé top secret. Elle montrerait une espèce de yéti en train d'épier les étudiants. Et en 2012, une créature similaire aurait été filmée. Serait-ce une preuve supplémentaire de l'existence d'un yéti russe ou un canular bien ficelé? Je suis le dernier! Je vais me faire dévorer! L'Oural, dans le nord glacial de la Russie. Une vaste étendue qui a été le théâtre de morts épouvantables il y a un peu plus de 50 ans. À l'hiver 59, 9 amis partent faire une randonnée de 16 jours dans les montagnes enneigées. Le groupe mené par Igor Dyatlov, alpiniste aguerri, compte 7 hommes et 2 femmes. Ils sont tous expérimentés et se sont équipés en conséquence pour faire face au froid extrême. Zina Kolmogorova, 22 ans, tient un carnet de bord. Elle trépigne d'impatience. Ça fait 1 an que j'attends cette expédition. J'y tiens plus que tout. Le 28 janvier, le groupe se met en route depuis l'avant-poste de Vijay. Ils avaient fixé leur retour au 12 février, jour où ils devaient envoyer un télégramme pour prévenir de leur arrivée au point de ramassage. Le 18 février, il n'y avait toujours aucun télégramme. C'est à ce moment-là que les proches des étudiants ont commencé à s'inquiéter. Une grosse opération de secours est alors mise en place. Beaucoup d'amis et d'étudiants sont acheminés par avion pour participer aux recherches. Je me suis porté volontaire. On nous a donné des instructions très succinctes. Ensuite, on nous a fait monter dans un bus, puis un avion. On pensait les retrouver vivants. On n'imaginait pas qu'une tragédie avait eu lieu. L'équipe de Mikhail Charavin localise rapidement les traces de ski des disparus, les suit 2 jours durant et finit par découvrir une tente sur le versant exposé d'une colline. Ça doit être leur campement. Regarde bien partout. Il y avait une tente, mais personne à l'intérieur. La tente est en lambeaux et tout l'équipement de survie jonche le sol. Aucune trace d'eux. On n'imaginait pas ce qui avait pu pousser ces randonneurs expérimentés à quitter leur tente sans aucun équipement. Ce devait être quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'équipe de recherche se met en quête d'indices. Très vite, Mikhail Charavin et Yuri Koptelov découvrent tout près des traces dans la neige. Mais elles n'ont pas été laissées par des skis. On a trouvé des traces près de la tente. Il y avait des empreintes de pieds nus et de chaussettes. Elles s'étendent sur plus d'1 kilomètre jusqu'à la lisière d'une forêt. En s'approchant de la forêt de cèdres, on a remarqué une zone noire sur le sol. Il faisait soleil et on croyait qu'il s'agissait de l'ombre des arbres. Mais on s'est aperçu que c'était en fait une couverture. En m'approchant pour regarder de plus près, j'ai vu des jambes et des sous-vêtements blancs. Sous la couverture, il y avait 2 corps.
Le corps congelé de 2 victimes très peu vêtues sont côte à côte. Il y avait 2 corps étendus sur le dos avec les têtes rapprochées l'une de l'autre. Ils ne portaient que leurs sous-vêtements. Il s'agit de Yuri Doroshenko, 21 ans, et de Yuri Krivonichenko, 23 ans. L'équipe de recherche ne sait pas quoi penser. Qu'est-il arrivé à ces 2 hommes? Et où sont les 7 autres membres du groupe? C'était ahurissant. Comment avait-il pu disparaître? Après cette découverte macabre, les recherches s'intensifient. Des volontaires supplémentaires sont transportés sur place avec des chiens en renfort. Plus tard dans la journée, sur une pente située entre la tente et la limite des arbres où les premiers corps ont été découverts, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Les secouristes remarquent quelque chose à moitié enterré sous la neige. On a retrouvé Dyatlov. Une partie de ses vêtements était visible. Le corps du chef de l'expédition, Igor Dyatlov, est complètement congelé. Mais il n'est pas seul. 350 mètres plus haut, le corps de Roustem Slobodin, puis celui de Zina Kolmogorova sont découverts. Les 3 cadavres sont disposés en ligne, comme si les victimes avaient été exécutées l'une après l'autre. Comment des randonneurs aguerris ont-ils pu mourir dans des circonstances étranges, aussi loin de tout et si rapidement? Qu'est-ce qui les a tués? Depuis plusieurs années, l'auteur et enquêteur Keith McCloskey mène un examen approfondi de l'affaire. Il a pu consulter des archives soviétiques récemment déclassifiées. Il a même écrit un livre sur la tragédie, rebaptisé « L'incident du col Dyatlov ». Les gens ne sont pas satisfaits du rapport officiel qui a été conclu rapidement et qui a laissé beaucoup de questions sans réponse. Il est resté dans les tiroirs pendant plusieurs années et il a même été classé top secret. L'auteur, aidé de l'expert en survie Algimantas Kuras, utilise les documents et les photos du dossier déclassifié afin de reconstituer méthodiquement ce qui s'est passé et d'examiner les preuves clés associées à ce mystère. Les clichés montrent qu'un pan entier de la tente est en lambeaux. Il n'y aurait qu'une explication logique à ces déchirures. Pour moi, ce sont les étudiants qui les ont faites pour s'échapper de la tente. Fuyez! Détruire sa propre tente relève d'un acte de désespoir. Qu'est-ce qui les a poussés à cet extrême? Je n'imagine pas ce qui a pu les terrifier à ce point. Keith s'interroge aussi sur la présence d'entailles horizontales près du sommet de la tente. Elles sont à hauteur d'homme, au-dessous de l'arête. Pour lui, elles ont été faites dans un but précis. À l'extérieur, il y a peut-être un truc qui vous fait peur et vous l'observez. D'où ces entailles. Oui. Je te vois clairement. C'est une théorie qui tient la route. Qu'est-ce que les étudiants ont pu observer? On ne comprenait pas comment ils avaient pu mourir. On ne comprenait pas pourquoi on les avait retrouvés dans un tel état. En Russie, dans les montagnes isolées de l'Oural, 9 étudiants ont perdu la vie dans d'horribles circonstances en février 59. Le mystère est tel qu'il perdure encore plus de 50 ans après les faits. L'auteur d'investigation Keith McCloskey et l'expert en survie Algimantas Kuras reconstituent des preuves tirées du dossier soviétique de l'époque et désormais déclassifiées. D'après ces documents, il apparaît clairement que les randonneurs avaient découpé des entailles dans la toile de la tente comme pour observer quelque chose ou quelqu'un au dehors. Fuyez! Ils ont également déchiré l'arrière de la tente, comme s'ils avaient essayé de fuir rapidement.
Kiss et Algimantas passent maintenant à la reconstitution sur le lieu où les 2 premiers corps ont été retrouvés, à 1 kilomètre de la tente, en contrebas. Voici le cèdre au pied duquel on a retrouvé les 2 premiers corps. Ils n'étaient que très légèrement vêtus. Dans le rapport, on peut lire sous la plume de l'enquêteur de l'époque que les 2 hommes avaient préféré allumer un feu à la lisière du bois plutôt que d'aller s'abriter dans la forêt. L'expert en survie s'étonne de ce qui apparaît être une grossière erreur. À cet endroit, ils étaient exposés au vent. Je doute qu'ils aient pu se réchauffer convenablement avec ce petit feu. Ce n'est pas logique. Pourquoi 2 randonneurs expérimentés auraient choisi un endroit aussi exposé pour faire un feu? J'aurais choisi un endroit plus fermé, dans les profondeurs du bois. Ont-ils eu peur que ce qui les avait fait fuir de leur tente rôde désormais dans la forêt? Étaient-ils poursuivis par une bête sauvage? Les autopsies n'ont révélé aucune trace de morsure ou d'éraflure. Si un ours les avait attaqués, de gros morceaux de chair auraient été arrachés, voire les jambes ou les bras. Rien ne vient corroborer une attaque de bête sauvage. Le médecin légiste a officiellement conclu à une hypothermie pour expliquer la mort de Doroshenko et de Krivonichenko. En restant à l'orée du bois, ils ont peut-être réussi à éviter un prédateur, mais le froid extrême a eu raison d'eux. Si les 2 jeunes hommes sont morts d'hypothermie, peut-on conclure à la même cause du décès pour les 7 autres victimes? C'est bon, arrête-toi et indique l'emplacement du corps d'Igor Dyatlov. D'après les rapports post-mortem, la mort de Dyatlov, Slobodin et Kolmogorova a été violente. Les détails font froid dans le dos. On a retrouvé des blessures sur le poing droit d'Igor Dyatlov, comme s'il s'était battu à main nue, comme s'il avait frappé quelqu'un ou quelque chose. Contre qui ou contre quoi s'est-il battu? Tu veux bien indiquer l'emplacement du corps de Rustem Slobodin? Bien sûr, terminé. Pour lui aussi, des blessures au poing corroborent le combat à main nue. Il avait également une fracture sévère au crâne, à ce niveau-là. Tu veux bien indiquer l'emplacement du corps de Zina, s'il te plaît? Il y avait du sang autour de son visage, de sa bouche et de son nez. Les 3 corps sont disposés en ligne droite. Les victimes semblent s'être battues sauvagement avant de mourir. Ce qui avait commencé comme une opération de recherche prend désormais l'allure d'une enquête pour meurtre. L'enquête a été confiée à Lev Ivanov, un habitué des affaires de haute importance. À partir de la découverte des corps, c'est Lev Ivanov qui est chargé de l'enquête. Des gens du coin lui parlent d'une tribu de nomades, les Mansi, qui ont l'habitude de chasser dans ces coins reculés de l'Oural. L'enquêteur suppute que Dyatlov a conduit son groupe sur le territoire des Mansi qui ont répliqué par la violence. Les preuves à charge contre la tribu s'accumulent. Des rumeurs racontent que Dyatlov aurait été vu en train de se disputer avec un Mansi. Certaines notes dans son journal de bord laissent d'ailleurs à penser que les Mansi n'étaient jamais très loin. Au milieu de la piste, on a trouvé des marques laissées par les Mansi. Mansi, Mansi, Mansi. C'est le mot qui revient le plus dans nos conversations. Certains pensent que la tribu est impliquée d'une manière ou d'une autre. Mais pour Kiss McCloskey, c'est peu probable. Les Mansi ont une vie difficile. Dans la tente, il y avait des couteaux, des torches. Toutes ces choses auraient pu leur être très utiles. Et pourtant, rien n'a été volé. Pour moi, les Mansi n'ont rien à voir dans cette histoire. Les Mansi sont des gens très amicaux. Ils n'auraient jamais tué personne, et encore moins des Russes.
Ils ont même participé à l'effort de recherche. Lev Ivanov semble être arrivé à la même conclusion et les écarte de la liste des suspects. Plus tard, des habitants des environs lui parlent d'un autre événement. Cela conduira à la fermeture de l'enquête dès que Moscou en aura eu vent. Plusieurs personnes affirment avoir vu une boule lumineuse au-dessus du col dans la nuit du 1er février. Ces témoins oculaires sont fiables. L'enquêteur informe ses supérieurs qu'il suit une nouvelle piste. Mais à sa grande surprise, il est sommé de classer immédiatement l'affaire. Ils ont essayé d'enterrer l'affaire. Leurs supérieurs leur ont ordonné de classer l'affaire aussi rapidement que possible. Les dossiers sont alors classés top secret et la mort des étudiants demeure inexpliquée et enveloppée de mystère. Yuri Kuntsevich a bataillé sans relâche pendant plus de 20 ans, jusqu'à finalement obtenir la déclassification des archives. Elles contiennent des clichés pris par les étudiants à l'aide d'un des 2 appareils photo retrouvés. Parmi les photographies, un cliché a particulièrement attiré l'attention. Sur une image, il a remarqué d'étranges lumières qu'il a observées au microscope. Il s'agit clairement d'un objet lumineux en train de plonger à vitesse grand V vers le sol. Le groupe a sans aucun doute été témoin de ce phénomène. On ignore de quoi il s'agit. La clé du mystère réside dans ces objets volants non identifiés. En découvrant ce qu'ils sont, on résoudra l'enquête. Que sont ces lumières ? Les années 50 voient une escalade dans la guerre froide. Les soviétiques établissent une base de lancement de missiles dans l'Oural. Pour Yuri, le silence des autorités constitue une preuve que les lumières faisaient partie d'un essai secret d'armes militaires. Les lumières aperçues dans le ciel étaient-elles une arme soviétique secrète? Les 9 étudiants ont-ils été les victimes innocentes d'un test de missile? Si une grosse explosion s'était produite, il y aurait eu des branches cassées, des petits arbres abîmés et des animaux morts. Mais on n'a trouvé rien de tout ça. Les lumières observées dans le ciel n'ont toujours pas trouvé d'explication, de même que les blessures au poing de Dyatlov et le traumatisme crânien de Slobodine dû à un objet contondant. Mais la découverte des 4 derniers corps va forcer les enquêteurs à envisager une hypothèse des plus horribles. Personne ne s'arrêtera de chercher tant qu'on ne connaîtra pas la vérité. Et une autre photo prise par les étudiants fait penser à quelque chose de plus monstrueux encore. À l'hiver 1959, 9 étudiants russes meurent dans l'Oural dans des circonstances mystérieuses. Après 3 jours de recherche, 5 corps sont retrouvés. Circonstances troublantes, 3 des victimes portent des traces de lutte. La disparition des 4 autres jeunes gens reste toujours un mystère. Les recherches ne peuvent reprendre que 3 mois plus tard, début mai, alors que la neige a partiellement fondu. On avait décidé de chercher près du cours d'eau, avec des sondes spéciales. On a commencé à creuser, mais la couche de neige n'était pas très épaisse. On a retrouvé les corps dans l'eau. Sous la neige fondue, ils découvrent les 4 dernières dépouilles. Nikolai Thibault-Brignol, Alexander Kolevatov, Alexander Zolotaryov,
et Ludmila Dubinina. Si tous les corps ont été retrouvés, la cause de la mort reste toujours énigmatique. Les 4 dernières victimes se trouvaient à plus d'1 kilomètre de la tente. Les corps représentés par les tiges de couleur lors de cette reconstitution ont été découverts flottant dans le cours d'eau. Pourquoi étaient-ils aussi loin de leur tente et de leurs vivres? Une chose est sûre, à la différence des 5 autres membres du groupe, ces 4-là n'ont pas succombé à une hypothermie. La cause de leur décès est plus sinistre encore. Quand 25 ans plus tard, on a reçu le matériel afférent à ce dossier, on s'est aperçu que tous les étudiants avaient été grièvement blessés. Ils avaient les côtes brisées, le crâne fracturé et les yeux arrachés. Les 4 étaient morts à la suite d'horribles blessures internes, si graves qu'elles ont été comparées à celles subies lors d'un accident de voiture. La boîte crânienne de Kolevatov était apparente et il avait le nez cassé. Zolotaryov avait un globe oculaire en moins et 5 côtes brisées. Quant à Nikolai, les multiples fractures sur le côté de son crâne étaient telles que l'autopsie a indiqué qu'il aurait été dans l'incapacité de se mouvoir. On était sous le choc. Qu'est-ce qui avait bien pu leur arriver? Les pires blessures, c'est Ludmila, 21 ans, qui les a subies. Quand les légistes ont examiné l'intérieur de sa bouche, ils se sont aperçus qu'elle n'avait plus de langue. Elle avait énormément de sang dans l'estomac, ce qui indique qu'elle était vivante quand on lui a sectionné la langue. Qu'est-ce qui peut être à la fois assez puissant pour abattre les 3 hommes et suffisamment adroit pour retirer la langue de la jeune femme? L'enquête officielle n'a pas pu déterminer ce qui les avait tués. Le rapport se contente d'indiquer que les étudiants sont morts des suites d'une force irrésistible inconnue. Pendant plus d'un demi-siècle, ces morts atroces sont restées inexpliquées. Puis au cours de la réalisation de ce documentaire, une preuve étonnante a fait son apparition, offrant une nouvelle perspective à l'enquête. Une photo prise par l'un des appareils des étudiants. On y aperçoit une drôle de créature de grande taille qui rôde dans les bois et qui regarde dans la direction des étudiants. On a l'impression que la silhouette observe le groupe. Elle a une carrure plutôt imposante, semble-t-il, avec un aspect quasiment simiesque au vu de la posture menaçante qu'elle adopte. C'est très intéressant. C'est la première fois que je vois ce cliché, c'est extrêmement inhabituel. Le groupe serait-il parvenu à photographier la chose ou l'être qui le poursuivait? Ou ce cliché a-t-il été trafiqué pour faire penser à un Yéti? Jacqueline Pestel est enquêtrice scientifique spécialisée dans l'analyse d'images fixes. La luminosité de l'image semble provenir du fond et du côté droit. La silhouette qu'on voit au centre est plus sombre sur la gauche. Et c'est de là que se forme son ombre. C'est tout à fait cohérent avec le reste de la photo. Pour moi, ce cliché est authentique. Kiss pense qu'il pourrait y avoir un lien entre cette photo et un commentaire dans le journal de bord du groupe. À un moment, Ludmila écrit « On sait désormais que les hommes des neiges existent ». C'est peut-être ce à quoi elle fait référence. Le commentaire de la jeune femme continue comme suit. L'existence du Yéti est un sujet brûlant parmi les scientifiques. Ils pensent qu'il vit dans le nord de l'Oural. Dans l'Oural, nombreux sont les gens qui pensent avoir aperçu un Yéti, communément appelé l'échi dans la région. Le Centre international d'ominologie à Moscou a été créé afin d'étudier une créature considérée comme un mythe pour la plupart des scientifiques. Il est dirigé par l'historien et auteur Igor Burtsev.
Le léchi est le maître de la forêt. C'est une créature très puissante, capable de faire de gros dégâts rien qu'avec les mains, sans le moindre outil. Ce cliché apporte-t-il la preuve que les 9 étudiants étaient suivis par un Yéti? Cette nuit-là, il s'est produit quelque chose d'absolument terrible qu'on ne s'explique toujours pas. Et cette photo est peut-être l'indice le plus important que l'on ait. Le mystère entourant ces morts tragiques est-il enfin levé? À ce jour, l'incident du col Dyatlov demeure inexpliqué. 53 ans plus tard, et à plus de 1500 km à l'est de l'Oural, dans un coin reculé de Sibérie, une preuve faisant état d'une créature similaire à celle photographiée par les étudiants est apparue. Ces empreintes pourraient-elles être celles de la créature aperçue par le groupe, ou est-ce un canular bien ficelé? Par un glacial après-midi d'hiver, 3 jeunes garçons tombent sur de drôles d'empreintes près de leur village. Yevgeny Anisimov, 11 ans, a pris cette vidéo avec son portable. Maintenant que la neige a fondu, il refait son parcours dans le même champ. J'étais rentrée de l'école et je m'étais mis devant la télé. Et puis mes copains sont passés et on est sorti faire un tour. On est venu ici et on a vu ces empreintes. Les empreintes angoissent ses 2 camarades. Allons voir, on fera gaffe où on marche. J'ai dit allons voir, mais mes copains ne voulaient pas. J'ai pris mon téléphone et on a suivi les empreintes. Chaque empreinte mesurait environ 40 cm de long et 15 à 20 cm de large. Les garçons les ont suivis jusqu'à une zone boisée. Quand on est arrivé dans les bois, je me suis cachée derrière un buisson. Et je tenais mon téléphone comme ça. Et puis, 10 mètres devant eux, une étrange silhouette se détache des arbres. Vous le voyez? J'ai cru que c'était une espèce d'ours. Mais en regardant bien, j'ai vu qu'il n'avait pas de poils au visage. Et c'était pas des pattes, mais plus des mains. Et puis à un moment, j'étais en train de filmer et il s'est retourné. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me courir après et me tuer. Tirons-nous d'ici, vite. Allez. Allez, vite. Attendez-moi! Les garçons prennent leurs jambes à leur cou, terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Je suis dernier! Je vais me faire dévorer! L'hiver, j'aime pas aller seule dans les bois. J'ai peur qu'il y soit. Quelle est donc cette créature? Serait-ce le légendaire Yéti ou un simple canular? C'était peut-être un Yéti, je sais pas. Pour savoir si la vidéo est un enregistrement authentique n'ayant subi aucune modification, elle a été examinée par des enquêteurs scientifiques spécialistes dans l'analyse de l'image animée. Rien n'indique que la vidéo ait subi une quelconque forme de post-production, que ce soit via un logiciel de montage ou de manipulation de photogrammes. La silhouette apparaît d'un bout à l'autre de l'enregistrement et n'a pas été ajoutée a posteriori. Si la vidéo est authentique, serait-ce alors une fausse créature? Le jeune garçon est catégorique. Ce n'est pas un canular. Certains ont dit que quelqu'un s'était déguisé. Mais moi, je dis la vérité. Yevgeny est orphelin et vit avec sa grand-mère. Elle a toute confiance dans les dires de son petit-fils et pour elle, la vidéo n'est pas une mauvaise blague. Non. C'est impossible. Personne de notre village n'aurait l'idée de faire ça.
La grand-mère finit par montrer la vidéo à un voisin. Le frère de celui-ci contacte le professeur Burtseff. Après avoir examiné la vidéo, lui non plus ne croit pas à une supercherie. J'ai passé ma vie à étudier cette créature qu'on appelle Yeti, Homme des Neiges, Leshy en russe ou Bigfoot en Amérique du Nord. Quand j'ai visionné la vidéo du garçon, j'ai su que c'était un vrai Yeti. D'autres experts, en revanche, rejettent cette idée et estiment que les empreintes sont celles d'un animal. Il m'est arrivé de voir des empreintes de sabots dans la neige crottée. Je suis raisonnablement convaincu qu'il s'agit d'un élan. Les sabots avant et arrière finissent par se rejoindre et créent une grosse empreinte unique. Le professeur Burtseff prétend que la neige était meuble et non solide. C'était la fin de l'hiver. Il faisait sec. La neige était poudreuse comme de la poussière. Les empreintes forment une seule ligne, pas deux. Aucun animal ne peut faire ça. Si ce n'est pas un animal, peut-il alors s'agir d'un homme déguisé qui essaierait délibérément de faire croire à l'existence du Yeti? Ces villageois sont des gens simples. Pour eux, chaque jour est une lutte pour pouvoir manger. Je ne peux absolument pas imaginer que des gens aussi simples puissent être capables de faire une chose pareille. Je ne peux pas le croire. J'ai énormément étudié la créature présente sur la vidéo. Elle est très légèrement penchée. Elle doit faire plus d'1,80 m. C'est la même taille estimée par les garçons. Il devait faire dans les 2 mètres. En tout cas, il était bien plus grand que moi. Le professeur Burtseff est tellement certain qu'il s'agissait d'un Yeti qu'il a fait près de 1500 km pour se rendre à l'endroit exact où il a été aperçu. On a trouvé des marques de dents ici. C'est quand le Yeti a mâché la branche. Tenez, celle-ci aussi a été grattée. C'est une créature qui cherche des insectes pour se nourrir. Il casse le bois pour manger. D'autres experts font remarquer que beaucoup d'animaux de la région mangent de l'écorce en hiver et auraient pu faire ces marques. Les lièvres, par exemple, enlèvent l'écorce des arbres. Les rongeurs aussi se nourrissent d'écorce. Les campagnols, par exemple, arrachent l'écorce et laissent de toutes petites marques dedans. Mais d'après ce que j'ai pu voir, on a affaire à des marques beaucoup plus grandes que celles laissées par un rongeur. En outre, pour le professeur Burtseff, les morsures sont situées bien trop en hauteur pour avoir été faites par un rongeur. Alors, qui est le responsable? 1,99 m, 2 mètres, 2 mètres de hauteur, d'ici jusqu'au sol. Mais Yevgeny dit qu'il était penché quand il mâchait la branche. Il devait peut-être même dépasser les 2 mètres. Des marques de dents si haut placées concordent avec l'estimation de la taille de la créature donnée par le jeune témoin et élimineraient d'office la plupart des êtres humains. Alors, si la vidéo est authentique et qu'il ne s'agit pas d'un animal connu, quelle est donc cette créature au milieu des arbres? Grand de plus de 2 mètres et recouvert de poils, peut-il véritablement s'agir d'un Yeti? En 2012, 3 jeunes garçons aperçoivent une créature terrifiante dans les bois de Sibérie et la filment à l'aide d'un téléphone portable. Pour le professeur Burtseff, il s'agit d'un Yeti. Voilà 48 ans qu'il fait des recherches sur cette créature et sur l'éventail des théories qui expliqueraient son existence. Nombreux sont les gens qui disent avoir vu un Yeti dans les provinces reculées de l'Est de la Russie. 13, rien qu'entre 2009 et 2013, dans l'oblast de Kemerovo.
Des chercheurs russes estiment qu'une population d'environ 30 yétis vivrait dans cette région. Les endroits où les observations ont été faites se situent dans des zones où, il y a de cela 10 millions d'années, à l'époque où le climat de la Sibérie était bien plus clément, on trouvait différentes espèces d'un animal qu'on pourrait prendre pour un yéti. Le grand singe. De nos jours, il n'existe aucun singe de la taille d'un yéti. En revanche, il y a plusieurs milliers d'années, il y en a un qui aurait correspondu à la description. Dans la famille des hominidés, on trouve une espèce importante, le gigantopithèque. S'il y a eu un King Kong, c'était peut-être un gigantopithèque. Gigantopithecus est le plus grand humanoïde connu. Haut de 3 mètres et pesant près de 550 kg, il était suffisamment puissant pour mâcher et arracher de grosses branches à 2 mètres ou plus au-dessus du sol. Mais même les fossiles les plus récents indiquent qu'il a disparu il y a 100 000 ans. Se peut-il que ce singe vive encore en petits groupes dans l'Oural? Beaucoup de gens ont la ferme certitude que le gigantopithèque a survécu dans des contrées reculées. Et au vu de son comportement solitaire, il serait peu probable de le croiser. Les empreintes retrouvées par Yevgeny sont-elles celles d'un singe? Je doute qu'elles aient été laissées par Gigantopithecus. Il est probable qu'à l'instar du gorille et du chimpanzé, il se déplaçait à 4 pattes. Et la posture de la créature va dans le même sens. Même si on voit qu'il est un peu courbé, il n'a rien d'un grand singe qui marcherait à 4 pattes. Dans ce cas, si ce n'est pas un singe, qu'est-ce que c'est? Certains académiciens respectés ont avancé une théorie on ne peut plus radicale. Le yéti serait un être humain très ancien qui aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Anna Nekaris fait partie de ceux qui croient à cette hypothèse. Ce que les gens prennent pour un yéti est en fait un descendant de nos ancêtres humains. À mesure que les hommes ont conquis jusqu'aux territoires les plus reculés du monde, la fréquence des observations de créatures semblables au yéti a augmenté. Beaucoup sont fugaces et faites de loin. Mais il est une femme qui prétend avoir rencontré de très près une créature simiesque à moins de 150 km de l'endroit où les 3 jeunes garçons ont pris la vidéo. Lilia Zenkova, représentante du gouvernement local, était partie pêcher avec son mari et un ami. Comme il était tard, ils ont décidé de passer la nuit. Je me souviendrai de ce jour toute ma vie. Les hommes étaient assis près du feu, sur la rive. Moi, j'avais décidé d'aller dormir dans la voiture. Je me suis réveillée à 5 heures du matin et quelqu'un m'a frôlé le bras. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais abasourdie. Il y avait cette créature qui s'éloignait. Elle n'était pas humaine. Lilia n'avait pas d'appareil photo. Elle a donc dessiné ce qu'elle a vu. Il était très poilu, sans cou. La tête était posée directement sur les épaules. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Il mesurait dans les 2 mètres et était recouvert de poils. Il arrive que des chasseurs croisent des yétis. Donc on savait que cette créature existait. Mais je n'avais jamais entendu qu'un yéti avait touché un humain. Cette description est similaire à toutes celles qui ont déjà pu être faites au sujet du yéti. Il mesure toujours au moins 2 mètres. Il est recouvert de poils et marche sur 2 jambes comme un homme.
Les seuls êtres bipèdes sont les humains et leurs proches parents. L'origine de notre lignage apparaît il y a 4 à 6 millions d'années en Afrique. Si on regarde ce qu'il s'est passé il y a 4 millions d'années chez nos ancêtres incontestés, on voit cette élégante démarche sur 2 jambes. Et autre élément clé de la théorie, nos ancêtres étaient également recouverts de poils. Mais est-il réellement possible que certains d'entre eux aient survécu jusqu'à nos jours? Beaucoup des espèces que l'on estime s'être éteintes à un instant T ont très bien pu survivre plus longtemps. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il y a des précédents. En 2003, sur l'île de Flores en Indonésie, le squelette d'une branche jusqu'alors inconnue de l'humanité a été découvert. Il n'était vieux que de 100 000 ans. Son nom officiel, Homo floresiensis. Mais parce que les squelettes retrouvés mesurent tous à peine 1 mètre, ils ont été surnommés les hobbits. Grâce à la découverte de Homo floresiensis, on peut penser que des espèces descendues des hommes primitifs nous sont encore inconnues. Même si ces vieux ancêtres ont disparu, certaines personnes croient toujours à leur existence. Sur beaucoup de petites îles, il y a des gens qui croient encore dur comme fer que ces petites créatures existent toujours. Homo floresiensis est bien trop petit pour être pris pour un yéti. Mais se peut-il qu'un autre homme préhistorique, plus grand celui-là, ait survécu jusqu'à nous? Il est un ancêtre de l'homme qui correspond à la description d'un yéti. Son nom, Paranthropus. Il vivait il y a 1 à 3 millions d'années et à l'instar du yéti, marchait sur 2 jambes et était recouvert de poils. Est-il possible qu'un groupe ait survécu des millions d'années dans des coins reculés comme la Sibérie sans que la communauté scientifique en ait connaissance? Si Homo floresiensis a survécu, alors il est probable que Paranthropus ait survécu également jusqu'à nous et puisse donc être celui que des gens ont aperçu et pris pour une espèce de yéti. Mais si tel est le cas, pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun ossement? Dans le cas du yéti, on a affaire à une espèce extrêmement rare. Les charognards sont les premiers sur les lieux et les os ne survivent pas très longtemps dans la nature. Tout ce qu'on a, ce sont des observations fugaces pour attester l'existence de cette mystérieuse créature. On aperçoit une créature semblable au yéti dans une forêt de montagne sur une photo datant de 1959. 53 ans plus tard, un garçon semble surprendre une créature similaire dans un bois en Sibérie. Aucune des 2 images n'est suffisamment nette pour convaincre la plupart des scientifiques. Alors que le yéti soit un très vieil ancêtre de l'homme, un animal encore inconnu ou même un canular, on n'est sûr de rien. Le mystère du yéti russe demeure inexpliqué.